Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Damien Maudet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en 2023, alors que les Français s'appauvissaient, la Macronie que vous soutenez passait en force, sans vote, pour leur voler 2 années de vie. Vous avez voulu faire croire aux Français qu'ils sont responsables d'un déficit, alors que s'il existe, c'est bien parce que vous l'avez creusé avec vos cadeaux accordés aux plus riches. Contre la réforme des retraites, les travailleurs se sont mobilisés par millions. Vous les avez écrasés, sans vote, sans légitimité. Tous les syndicats de travailleurs refusaient votre réforme et vous les avez ignorés sans vote, sans légitimité. Les Français, eux, ils ont voté. Ils ont fait gagner le nouveau Front populaire pour supprimer la réforme des retraites. Mais le président vous a placé là et vous a dit ici devant nous, sans légitimité. L'Assemblée nationale a voté une résolution le mois dernier contre la réforme des retraites et vous l'avez encore balayée, toujours sans légitimité. Votre réforme de retraite, c'est une rupture. Une rupture entre les ouvriers, les employés qui, pendant le Covid de Limoges à Paris, ont tenu le pays et ceux qui, depuis leur villa, voyaient leur fortune augmenter. Une rupture entre ceux qui subissent l'inflation et les très riches qui bénéficient de vos baisses d'impôts et de cotisations. Une rupture entre ceux qui essayent de vivre de leur travail et ceux qui vivent des dividendes et de leur patrimoine. Une rupture et vous avez choisi votre camp. Le camp de ceux qui ont doublé leur fortune depuis 2017, protégés par des politiques en fin de carrière, dans un gouvernement de millionnaires, soutenus par l'extrême droite, et qui sont prêts à tout pour garder leur ministère. Prêts à tout, il y a 117 jours, vous avez promis au Parlement d'enfin voter sur la réforme des retraites. 117 jours après, sans surprise, toujours rien. Monsieur le Premier ministre, 117 jours où vous avez tenu donc sur un mensonge, 117 jours de trop. Monsieur le ministre, partez par vous-même, mettez votre réforme dans les cartons ou nous vous censurerons. Je vous remercie. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre en charge du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Damien Maudet. Moi, je souhaite d'abord saluer le travail mené ces 4 derniers mois par les partenaires sociaux dans le cadre de la délégation paritaire permanente animée par Jean-Jacques Marette, dont le travail est reconnu de tous. Ce format inédit de discussion permet d'aborder des sujets longtemps restés en dehors du débat public et dans un climat extrêmement constructif. Je pense par exemple à la pension des femmes, je pense à l'usure professionnelle et bien évidemment au déficit inquiétant et à la soutenabilité financière de notre régime pour les générations à venir et dont la Cour des comptes a rappelé que ce régime atteindrait 7 milliards de déficit en 2030. Ce n'est jamais un échec que de dialoguer et de poursuivre le dialogue. Le dialogue social est une richesse démocratique. Il permet de mieux comprendre les attentes, les divergences, les nuances, mais aussi les points de convergence. Et ces points de convergence aujourd'hui sont nombreux. Ce sont les femmes. C'est la question également de l'effort partagé. C'est la question de l'âge de départ. Les échanges ont été approfondis et des convergences sont effectivement apparues. Alors hier soir, effectivement, les partenaires sociaux ne sont pas encore parvenus à un accord. C'est une occasion manquée, d'autant plus, je le répète, que nous pensons que nous étions tout près, que vous le vouliez ou non, d'un compromis. Et c'est pourquoi le Premier ministre, dans une démarche volontariste, a décidé d'inviter ce matin et à nouveau ce soir les organisations syndicales et patronales à échanger avec lui. Nous restons persuadés qu'il existe des points de convergence à approfondir et qu'il existe une voie de passage. Notre responsabilité collective est de les explorer aujourd'hui et jusqu'au bout. Il n'est pas question ni d'intérêt politique ni d'intérêt partisan, mais de l'intérêt du pays, des travailleurs, des retraités et des entreprises de ce pays. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Maudet. Madame la Ministre, si vous aimez le dialogue, laissez-nous voter sur cette réforme. Parce qu'il existe un consensus dans le pays. C'est le rejet de cette réforme et sinon ce sera la censure de votre gouvernement. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Premier ministre. La France a toujours porté une voix singulière dans le monde. Un soutien au droit international, sans naïveté. Un soutien à la sécurité internationale et aux initiatives de paix. Ce rôle, plus que jamais, nous devons le tenir.
Le tenir en défendant le droit international et donc en rappelant une chose claire. L'Iran, depuis des années, viole matin, midi et soir toutes les normes du droit international. Le respect de la souveraineté des États, principe cardinal du droit international, est violé par l'Iran qui finance des milices au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie. La Convention de Vienne sur les relations consulaires est violée par l'Iran en retenant en otage dans des conditions inhumaines nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris. Les accords sur le nucléaire sont violés par l'Iran en continuant l'enrichissement d'uranium bien au-delà des seuils autorisés. L'Iran est un multirécidiviste des violations du droit international. Notre devoir est de le rappeler fermement et de rappeler qu'un pays qui piétine toutes les règles du droit international ne peut s'en prévaloir pour s'abriter derrière ces mêmes règles du droit international. La voix singulière de la France, c'est aussi celle de la sécurité internationale. Le régime des Mollahs est un régime sanguinaire qui brise son peuple, asservit les femmes, revendique de vouloir détruire l'Occident. Dans ces conditions, peut-on déplorer que les capacités nucléaires iraniennes soient détruites? Non. L'Iran doit-elle disposer de l'arme nucléaire? Jamais. C'est une condition pour notre sécurité collective. La situation évolue d'heure en heure et de minute en minute et nous devons éviter l'embrasement. Le cessez-le-feu annoncé cette nuit doit être l'amorce d'un chemin dans lequel l'Iran aurait enfin compris que sa politique régionale d'agression depuis 20 ans ne mène à rien. Nous devons, nous Français, agir de tout notre poids pour soutenir toutes les initiatives de paix. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer comment notre pays compte agir pour la sécurité et la paix dans la région? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal. Tous sur ces bancs, nous savons quelle est la situation. Et nous savons quel est le message, en effet, vous avez eu raison de le dire, le message de la France au travers du temps. Le message, il commence par la défense de la paix et le droit à l'intégrité des États, des nations et des communautés. Ce droit-là sur la planète, il a en effet été durement bousculé, mis en cause et menacé le jour où la Russie de Poutine a attaqué l'Ukraine, ce qui a évidemment fait basculer une partie de la vision que nous avions de l'avenir. Les principes sur lesquels nous vivions, ils ont été ce jour-là abandonnés. Et puis nous avons connu bien des épisodes. Nous avons connu l'attaque du 7 octobre, un pogrom le 7 octobre qui était destiné, je le crois, à rendre irréversible l'état de guerre et d'affrontement entre Israël et ses voisins palestiniens, parce que tout le monde savait qu'il y avait un travail pour les accords d'Abraham pour trouver un état de paix entre ses voisins si durement affrontés. Et nous avons connu ce qui se passe à Gaza, et dont aucun d'entre nous ne peut dire que c'est sans conséquence ni sans importance. Et tout le monde est choqué par la situation qui est faite aux Gazaouis. Et nous avons connu ces derniers jours le développement entre Israël et l'Iran. Vous avez raison de dire que l'Iran a violé des accords internationaux, notamment l'accord sur la prolifération nucléaire. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique a évidemment indiqué ces rapports-là. Après, il y a une position de principe que je voudrais défendre devant vous. La France se rend bien compte de ces manquements. Elle sait très bien que le pouvoir iranien a exécuté par pendaison des centaines de femmes parce qu'elles ne respectaient pas les codes vestimentaires. Les codes vestimentaires.
et qu'elles sont interdites d'études. Tout le monde le sait et la France le sait. Mais la France ne peut pas être durablement du côté des infractions à l'état de droit international. La France doit, tout en prenant la pleine mesure des manquements que vous indiquer que pour lui, dans l'avenir, c'est le droit international qui doit s'imposer. Et j'espère, comme vous, que le cessez-le-feu qui a été annoncé sans qu'on sache qu'il est respecté sera le commencement d'un nouvel état de paix pour ces belligérants et pour la planète. Nous en sommes encore, hélas, très loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, nous avons pris acte avec regret de l'échec du conclave sur les retraites et nous savons la responsabilité grave et imminente du patronat et en particulier du MEDEF. Je voudrais à cet instant saluer les négociations loyalement conduites par les organisations de salariés, mais je veux dire aussi que cet échec est extrêmement grave et que c'est une mauvaise nouvelle. Monsieur le Premier ministre, ma question sera sans surprise et elle appelle une réponse simple et claire de votre part. En dépit de cet échec, allez-vous, comme vous vous y êtes engagé, déposer sans délai, d'ici même la fin de cette semaine pour éviter toute manœuvre dilatoire, un texte de loi ouvrant la voie à une réforme nouvelle, sans totem ni tabou, laissant aux parlementaires la possibilité de débattre de tout, et en particulier de la mesure d'âge, c'est-à-dire du retour à 62 ans. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Depuis 4 mois, organisations syndicales et patronales ont travaillé, je crois, dans un esprit de respect mutuel pour essayer d'améliorer la situation des retraites d'un certain nombre de Français devant la retraite et en même temps pour obtenir l'équilibre budgétaire de notre système de retraite à quoi tout le monde s'était engagé pour 2030. Hier soir, les organisations syndicales et patronales se sont séparées sans trouver un accord. Et la question qui se pose devant nous est assez simple. Est-ce que ces 4 mois n'auront servi à rien? Oh, c'est parfaitement clair. Je sais très bien qu'un certain nombre de sensibilités dans cette Assemblée souhaitent l'échec de tout travail en commun et de toute négociation. C'est ça la vérité. Mais il se trouve que je pense que c'est un mauvais service à rendre à la France. Et donc, Monsieur le Président Vallaud, j'ai pris l'initiative d'inviter les organisations syndicales qui ont travaillé en effet avec volonté d'aboutir sous la responsabilité de Monsieur Marette, qui a été un médiateur et un animateur tout à fait remarquable, et les organisations d'entreprise pour regarder si le travail ou les accords partiels qui ont été dessinés et dont on était très près d'en faire un accord définitif, est-ce que tout cela pouvait être sauvé? Ma conviction est qu'il existe très difficile un chemin qui peut permettre de sortir de cette impasse. Le but du travail que je me suis fixé, c'est qu'en effet on trouve ce chemin et ce chemin débouchera sur un texte, devrait déboucher sur un texte, dois-je dire, devrait déboucher sur un texte qui pourra être examiné par la représentation nationale. Mais
je veux vous dire des choses claires, Monsieur Vallaud. Quel que soit le chemin législatif ou réglementaire que nous prendrons, il est pour moi inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier si difficile à trouver dont nous avons le plus urgent besoin. Nous ne pouvons pas continuer à compromettre l'avenir des travailleurs d'aujourd'hui et des générations de travailleurs de demain en reportant sur les générations suivantes les déficits que nous causons tous les jours. Donc, le travail des parlementaires est justifié, l'engagement de chacun est justifié, mais notre responsabilité, c'est de rétablir l'équilibre du régime de retraite. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous cite le 14 janvier 2025 lors de votre déclaration de politique générale. J'ai la conviction que nous pouvons rechercher une voie de réforme nouvelle sans aucun totem ni tabou, pas même l'âge de départ à la retraite. Le 16 janvier 2025, par écrit, je vous cite encore, « Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux. Nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi. Ainsi, l'impératif de réforme pourra être satisfait dans une démarche de justice. Le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. » Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Le Parlement aura-t-il le dernier mot, y compris sur la mesure d'âge et sur l'équilibre de notre système des retraites? Vous ne m'avez pas répondu cette semaine, comme vous y avez déjà dit non la semaine dernière. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Vallaud, ce que vous avez cité comme phrase de ma part n'est pas différent de la réponse que je vous ai faite aujourd'hui. Simplement, vous avez oublié une mention absolument essentielle qui était que il faut que tout cela se fasse dans le respect des équilibres que nous cherchons depuis des décennies si désespérément. Et donc, je maintiendrai et le gouvernement maintiendra et j'espère que les parlementaires présents sur ces bancs maintiendront l'impératif de responsabilité morale que nous avons à l'égard des générations qui viennent. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Monsieur Alexis Corbière pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Premier ministre, on vient de l'entendre. Une nouvelle fois, votre gouvernement, battu dans les urnes, mérite d'être censuré. Nous le ferons dans l'unité du nouveau Front populaire. Vous l'avez compris, je veux vous parler moi aussi retraite et de l'opposition déterminée de mon groupe à la scandaleuse réforme Borne imposée le 16 mars 2023 par l'antidémocratique 49.3 contre l'avis, je le rappelle, de 90% des actifs de notre pays, de 70% de la population et de la totalité des organisations syndicales de travailleurs que je salue ici. Monsieur le Premier ministre, vous avez échoué. Vous êtes bloqué. Sur ce point, je rappelle ce que vous disiez en 2022. Il y a un moyen très simple pour lever un blocage, c'est dire ce sont les Français qui choisissent. Aussi, concernant les retraites, j'ai toujours défendu l'idée d'un référendum. Est-ce que François Bayrou 2025 est encore d'accord avec François Bayrou 2022? Respecterez-vous votre propre parole? Monsieur le Premier ministre, c'est une loi. Ce qui est né dans la brutalité ne peut survivre que dans la brutalité et la ruse. Vous avez interdit que le conclave puisse seulement discuter de l'abrogation de la réforme des retraites. Vous avez de facto donné un droit de veto au patronat qui, évidemment, lui, a encore manifesté sa totale opposition au retrait de la réforme Borne. Votre dialogue social n'était qu'un monologue antisocial. Pourtant, parler retraite, c'est parler de la vie concrète de 30 millions de salariés, de la jeunesse. Parler retraite, c'est parler du type de société dans lequel nous voulons vivre. Parler retraite, enfin, c'est parler de la République, qui pour nous n'est République que quand elle est sociale et quand elle permet une juste répartition des richesses, qui n'est pas l'accumulation insolente pour quelques-uns et l'allongement de la souffrance au travail pour les autres. Ma question est simple. Quand allez-vous cesser l'antiparlementarisme, Monsieur Bayrou?
Quand aurez-vous le courage politique? Quand aurez-vous la dignité civique? Quand aurez-vous Monsieur le député, merci beaucoup. soumettre la réforme Borne? Vous n'avez plus de temps, monsieur le député. La parole est à madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexis Corbière. Beaucoup parlent du dialogue social et puis certains le font en fait. Et depuis 4 mois, nous avons décidé de reparler, de redonner la parole aux partenaires sociaux sur un sujet aussi essentiel à partir d'un diagnostic partagé. Vous pouvez crier tant que vous voulez, mais c'est le cas. Je voudrais répondre à monsieur Alexis Corbière. Allez, un peu de silence. Un dialogue pendant 4 mois sur la base d'un diagnostic partagé de la Cour des comptes qui rappelle tout de même ce détail, peut-être un détail pour vous, mais pas pour nous, de 7 milliards d'euros de déficit en 2030. Ces partenaires sociaux qui sont restés autour de la table ont convenu d'une lettre d'objectifs. Le retour à l'équilibre d'ici 2030 qui était souhaité également par le Premier ministre, la correction d'un certain nombre d'injustices telles que les femmes, telles que l'usure professionnelle, la gouvernance et le sentiment d'un effort partagé. Depuis 4 mois, sous l'animation de M. Maret, dont nous saluons effectivement le travail, il y a eu des convergences notables. Ce qu'a fait aujourd'hui le Premier ministre, c'est de dire que ces discussions doivent encore continuer sur la base des convergences qui ont été identifiées. Et elles ne sont pas négligeables. Quand on parle des retraites des femmes, quand on parle effectivement des chemins autour de l'usure professionnelle, quand on parle de l'âge de départ, c'est un esprit de responsabilité considérable qu'on aimerait parfois voir aussi ici sur ces bancs, monsieur le député Corbière. Et donc on va continuer parce que c'est vraiment la question de l'avenir des retraites, des entreprises et surtout des travailleurs et des retraités de notre pays. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à présent à madame Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, lors du dernier budget, considéré comme adopté par le Parlement, le texte comportait une mesure de lutte contre la fraude, dite Cum, qui permet d'échapper à l'impôt sur les plus-values des actionnaires. Cette mesure, également proposée dans le contre-budget du RN à l'automne, permet de récupérer 2 milliards d'euros, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas à négliger par les temps qui courent. Or, notre collègue Husson, rapporteur du budget au Sénat, vient de révéler que Bercy, malgré les alertes écrites d'une partie de l'administration, avait pris un texte d'application contraire à la loi votée sous la pression du lobby bancaire. Monsieur le Premier ministre, cette annonce pose 2 problèmes démocratiques majeurs. D'une part, le respect du vote du Parlement en tant que représentation de la souveraineté nationale et d'autre part, le respect de la juste contribution de tous à l'impôt tel que garanti par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Dans notre État de droit, ce ne sont ni les lobbies, ni les hauts fonctionnaires qui votent la loi, mais le Parlement. Dans notre État de droit, l'administration, sous la responsabilité des ministres, est chargée d'exécuter la loi, pas de l'amoindrir, pas de la rendre inapplicable, pas de la conditionner, comme cela m'a été rapporté lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie. Dans notre État de droit, c'est le politique, tirant sa légitimité du vote des Français, qui décide. Dans notre pays, c'est l'intérêt général, le bien commun qui doit prévaloir et non les intérêts particuliers. Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous refaire de la défense de l'intérêt général la ligne directrice de vos politiques? Plus concrètement, votre ministre de l'économie a-t-il, oui ou non, pris une décision contraire à la volonté du Parlement? Et le cas échéant, quelles conséquences allez-vous en tirer alors même que se profilent de nouvelles punitions fiscales envers les Français? Je vous remercie. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Marine Le Pen. Le procédé que vous évoquez, dit Cum, ce procédé que vous évoquez consiste pour des détenteurs de titres à faire porter par la banque ces titres le temps du versement des dividendes, donc de ne pas payer l'impôt
sur ces titres et de reverser ensuite à leurs propriétaires le résultat de ce procédé. Et nous avons en effet, dans le projet de budget, indiqué que ce procédé n'était pas acceptable. Et donc c'est à juste titre qu'il y a eu un contrôle parlementaire sur ce texte, qui est à bien des égards assimilable, non pas à une fraude parce que c'est légal, mais contre l'esprit de la loi. Et donc j'ai tout à fait l'intention de regarder, je ne connaissais pas, je dois le dire, le texte que vous indiquez, que monsieur le rapporteur général Husson a découvert dans son contrôle sur place et sur pièce. Et nous allons regarder, je vais regarder avec le ministre de l'économie, quelle est la portée réelle et quelle est la dimension légale. Mais sur les principes que vous avez évoqués, je veux dire que ce sont les principes qui gouvernent l'action de l'équipe gouvernementale, les principes de respect de l'intérêt général et du respect de la décision du Parlement pour qu'elle soit appliquée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Bernard Schex pour le groupe UDR. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Savez-vous qu'en Ukraine, macroner signifie s'inquiéter sans rien faire? Un mot méprisant né du « en même temps » diplomatique d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, la France est humiliée. La diplomatie girouette nous a effacés. Notre influence est ruinée, notre crédibilité détruite. En Ukraine, nos revirements nous ont ridiculisés. En Afrique, la France a disparu. À Gaza, nous sommes passés d'une coalition contre le Hamas à la condamnation d'Israël. En Syrie, de la guerre à Assad à la paix avec les islamistes. Face à la menace nucléaire iranienne, vous déshonorez la nation. Même face à un État terroriste qui a attaqué la France, même contre ceux qui menacent la sécurité du monde, vous osez le « en même temps ». Pendant qu'Israël et les États-Unis anéantissent les terroristes islamistes et le programme nucléaire iranien, vous dansez la valse du et du déshonneur. La faute du président Macron est historique. En mettant sur le même plan la démocratie assiégée d'Israël et un État terroriste. Il se rêve en Mandela, mais il agit comme Daladier. Alors, quand retrouverez-vous une doctrine claire de la constance et de la fermeté face à ceux qui veulent nous détruire? Quand renoncerez-vous à cet esprit munichois? De grâce, quittez Munich pour le courage. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chaix, vous parlez de ligne claire et de constance. C'est précisément la voix de la France, non seulement depuis ces derniers jours lors du conflit israélo-iranien, mais depuis de très nombreuses années. Oui, la France, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure en répondant au président Gabriel Attal, sera toujours du côté du respect du droit international. C'est ceci la constance, monsieur le député. C'est de dire que nous devons toujours respecter l'intégrité des pays, des États et des peuples. Cela, la France n'a jamais varié, et certainement pas sous la présidence d'Emmanuel Macron. Nous le disons de façon très claire. Oui, comme vous, nous refusons que l'Iran puisse se doter de son programme nucléaire et balistique. Nous sommes d'accord avec cela. Mais la position de la France est aussi d'avoir le courage de dire que ce n'est pas par la seule voie militaire que cela se règle, que c'est aussi et d'abord par la voie de la négociation, par la voie diplomatique que vous dénigrez, comme la France l'a fait il y a 10 ans avec succès, permettant d'encadrer justement ce programme atomique iranien. Alors oui, effectivement, vous avez raison, la France, elle est constante dans le respect du droit international, elle est aussi dans la protection de ses ressortissants. Parce que quand vous dénigrez notre diplomatie, vous dénigrez tous ceux qui travaillent à Tel Aviv, à Téhéran, mais aussi dans les pays voisins, à la protection de nos ressortissants.
Le premier avion est venu d'Amman dimanche dernier avec 180 de nos ressortissants. Il y en aura un autre ce soir. Un avion militaire A400M a décollé ce matin de Ben Gourion à Tel Aviv vers Chypre. Nous protégeons nos populations tout en défendant les peuples, tout en défendant toujours le droit international. C'est ça notre constance. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Nous demandons au Quai d'Orsay de renforcer les dispositifs de rapatriement de nos ressortissants français en Israël. Ils sont 250 000 aujourd'hui et vous parlez de 2 avions de 152 places chacun. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Manuel Bompard pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Justice, le 4 août 2021, Souheil El-Khalfaoui, un jeune homme de 19 ans, a été tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Depuis cette date, sa famille demande que toute la vérité soit faite sur les circonstances de ce drame. Mais elle se heurte à un véritable sabotage. D'abord, aucune enquête de voisinage sérieuse n'a été réalisée par les enquêteurs. C'est la famille elle-même qui a dû s'organiser pour trouver des témoins. Des images de vidéosurveillance ont bien été saisies, mais la seule caméra orientée en direction du drame a été oubliée jusqu'à ce que les images aient été effacées. Pire encore, il y a quelques jours, l'avocat de la famille a été informé par une nouvelle juge d'instruction que les 9 scellés de l'enquête ont été perdus et sont introuvables au sein du tribunal judiciaire de Marseille. On trouvait parmi ces scellés des images de vidéosurveillance, des enregistrements d'appels et même la balle qui a causé la mort de Souheil. Leur disparition est un véritable scandale. Monsieur le ministre, comment peut-on accepter une telle entrave à la manifestation de la vérité? La famille et les proches de Souheil El-Khalfaoui n'ont-ils pas le droit à la justice? Doivent-ils considérer qu'une enquête sérieuse n'est pas possible dans une affaire mettant en cause un policier? En 2010, après la disparition de scellés dans l'affaire Boulin, une enquête de l'inspection générale de la justice avait été diligentée et avait permis de retrouver les scellés perdus. Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire face à ce fiasco judiciaire? Allez-vous saisir l'inspection générale du ministère de la Justice pour mettre fin à ces pratiques inacceptables? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bompard, oui, je vais saisir l'inspection générale de la justice. J'espère que dans les quelques heures ou quelques jours, puisque la plainte déposée légitimement par la famille permet aux agents du tribunal d'essayer de tenter de retrouver ces scellés. Mais si ce n'est pas le cas, d'ici mercredi, demain soir, je saisirai l'inspection générale de la justice, comme c'était le cas dans d'autres affaires, vous les avez citées, afin que nous puissions non seulement les retrouver, ce qui est légitime pour la manifestation de la vérité, mais également retrouver les responsabilités, s'il devait y en avoir, dans l'organisation des scellés, sur des scellés très importants qui a touché la mort d'un homme et dont effectivement il faut que la justice fasse l'ensemble de la vérité. Je veux vous dire qu'il est en effet extrêmement important, et je suis heureux que nous puissions nous retrouver là-dessus, que les images de caméras de vidéosurveillance aident à la manifestation de la vérité. Vous dire également que la police technique et scientifique dont les rapports ont été rendus puisse permettre justement, avec notamment ce qui serait les balles, permettrait de pouvoir prouver ce que porte l'accusation et la famille, et enfin de pouvoir garantir des condamnations sans aucun doute possible, et une présomption d'innocence naturelle que nous devons bien sûr à toute personne, y compris aux policiers criminels. Il faut que nous rappelions ces principes. J'espère que la légitime colère qui est la vôtre et qui fait écho, j'imagine, à celle de la famille, qui doit bien sûr avoir la considération de la justice, ne remet en aucun cas en cause ni l'intégrité des enquêteurs, ni l'intégrité des magistrats qui agissent selon le bon sens de la République. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je crois que j'ai été précis et clair dans ma question. Il y a des pratiques qui ont eu lieu au parquet de Marseille qui sont inacceptables et j'espère que l'inspection générale que vous allez diligenter permettra d'identifier les responsables et de les sanctionner pour remettre l'ordre, parce que la famille de Souheil El-Khalfaoui a droit à la vérité et à la justice. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Industrie. Cela fait 3 mois. Vous nous avez réunis le 20 mars à Bercy avec l'écosystème de la défense pour parler de son financement, conformément aux souhaits du président de la République. Ma question est simple, où en sommes-nous? Alors que le monde prend feu avec des tensions qui s'intensifient, en Europe comme au Moyen-Orient, notre base industrielle et technologique de défense de plus de 4000 entreprises et 200 000 emplois est en état d'urgence. Cela fait 3 ans.
Le président de la République a annoncé le 13 juin 2022 le besoin pour nos entreprises de se préparer à l'économie de guerre. Il disait alors « Nous devons aller plus vite, plus fort, au moindre coût, pour innover plus rapidement ». Le ministère des Armées et la DGA se sont mis en action, je tiens à le saluer. Mais sans financement, fonds propres, mais aussi bancaires, les efforts de nos entreprises de souveraineté resteront vains. Ce phénomène n'est pas neuf, cela fait des années que les entreprises, souvent des PME, qui contribuent à notre industrie de défense sont discriminées de manière injuste et illégale par le secteur bancaire au prétexte d'une prétendue responsabilité sociale et de traités que notre pays n'a même pas signés. Tout cela est documenté dans plusieurs rapports parlementaires de l'Assemblée nationale comme du Sénat, des bancs de gauche comme ceux de la droite. À titre d'exemple, j'ai auditionné ce printemps dans le cadre de ma mission sur la guerre économique plusieurs PME stratégiques qui nous ont fait ce constat accablant. Si vous travaillez dans la défense, vous êtes condamné soit à ne pas croître, faute d'accès au crédit, soit à passer sous le contrôle de capitaux étrangers. C'est factuel, même si ces propos ne sont recueillis que sous couvert d'anonymat. Monsieur le ministre, vous avez fixé un objectif global de 5 milliards d'euros de financement. C'est bien, mais combien iront vers les PME ? Où en est-on de ce déblocage? Où en est-on dans le lancement du fonds BPI Défense? Et surtout, estimez-vous vraiment ces mesures suffisantes pour faire face aux défis de plus en plus graves qui se posent à notre industrie de défense? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Plassard, merci pour cette question, merci aussi pour votre engagement sur ce sujet, un engagement que je sais constant. Cette question, elle est d'actualité, vous l'avez dit, au moment où les fracas du monde, où les turbulences géopolitiques nous obligent à consolider notre base industrielle et technologique de défense. La BITD, vous l'avez dit, c'est 4000 entreprises, c'est 200 000 emplois qui ont besoin d'accéder pour monter en régime, pour monter en cadence, à des financements qui ne soient pas uniquement des financements publics. Des financements privés, des financements nationaux et également des financements européens. C'est dans cet esprit, vous y avez fait référence, que les ministres Sébastien Lecornu et Éric Lombard ont rassemblé l'ensemble des acteurs de la filière le 20 mars à Bercy, avec l'idée de trouver des pistes très concrètes pour faire progresser le financement de nos industries de défense. Durant cet événement, un certain nombre d'acteurs financiers, banquiers, assureurs ont fait des annonces sur un changement de doctrine qui leur était propre concernant le financement des industries de défense. Depuis cet événement, un certain nombre d'acteurs ont fait des annonces plus concrètes encore. Je pense en particulier au groupe BPCE qui a annoncé vouloir doubler ses encours à destination des industries de défense et de nos entreprises de défense pour atteindre 500 millions d'euros. Et donc cet événement a d'ores et déjà eu une résonance. Par ailleurs, vous m'interrogez sur les actions concrètes qui ont été menées. Un club des investisseurs a été monté au ministère des Armées qui a tenu sa première réunion hier. Les réflexions et les travaux techniques autour du fonds BPI France Défense se poursuivent avec l'idée de trouver des solutions et de faire des annonces dans les prochaines semaines. Et vous dire enfin que sur ce sujet, nous avons besoin de changer la doctrine, y compris au niveau européen, car à l'échelle européenne, ce que l'on appelle la taxonomie en matière de doctrine d'investissement pénalise aujourd'hui les industries de défense. C'est aussi l'engagement que nous prenons et ce sont les actions que nous menons au niveau européen. Mais soyez assurés de notre détermination à élargir les palettes de financement de nos industriels de la défense. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, le Sénat a adopté très largement une proposition de loi fléchant une partie des fonds du livret A et une autre créant un livret souveraineté et défense et pendante. Je regrette qu'elle soit restée lettre morte malgré le souhait exprimé par le président de la République. C'est pourquoi je déposerai également une proposition dans ce sens pour favoriser l'épargne populaire et accompagner les PME. Merci. Je vous remercie. La parole est à madame Sophie Laurence Roy pour le Rassemblement national. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, nous nous souvenons tous des conditions dans lesquelles le dernier projet de loi de finances a été voté. Dans la précipitation, avec des amendements techniques adoptés en rafale, souvent sans débat sur leurs conséquences concrètes. L'abaissement du seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs a déclenché un tollé, heureusement. Mais une autre mesure, passée inaperçue dans le même flot, risque d'avoir des effets tout aussi ravageurs. Elle concerne des centaines de milliers de commerçants et des éditeurs de logiciels. Le 31 août 2025, tous les commerçants qui utiliseront un logiciel de caisse non certifié seront, sans le savoir, en infraction, car leur outil deviendra illégal. Parce que le PLF 2025 a supprimé l'auto-attestation par les éditeurs,
au profit d'une certification coûteuse donnée par 2 seuls organismes agréés, Infocer et LNE, sans vraie concurrence donc. Les éditeurs devront, avant le 31 août, avoir signé un contrat, versé un acompte et ensuite s'engager sur des abonnements mensuels. Ils répercuteront nécessairement ces coûts sur leurs clients. Pourtant, en février 2024, votre ministère reconnaissait qu'aucune preuve ne montrait que les logiciels auto-attestés sont plus susceptibles de fraude à la TVA. Il ajoutait que le surcoût pèserait sur les commerçants et sur les consommateurs. Nous avons donc voté un verrouillage du marché, une barrière à l'entrée et une mise à mort de milliers de TPE et d'indépendants. Alors, Monsieur le Ministre, il est encore temps de corriger nos erreurs. Allez-vous laisser 2 organismes agréés faire la loi ou attendre que les faillites prouvent trop tard que cette réforme était une erreur? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Roy, d'abord peut-être rappeler les circonstances dans lesquelles cette mesure a été adoptée. Cette mesure elle est la conséquence d'un amendement qui a été déposé par un parlementaire socialiste qui avait recueilli un avis défavorable du gouvernement sur le projet de loi de finances et qui a été voté par les députés de votre groupe. Donc peut-être aurait-il été utile d'y réfléchir plus tôt. Et vous m'interrogez donc sur les conséquences de cette suppression de l'auto-attestation par les éditeurs de logiciels de caisse dans le cadre des dispositions de la loi de finances. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que fait naître cette mesure, que fait naître cette disposition pour de nombreuses entreprises, en particulier des TPE ou des entreprises individuelles. Je pense qu'ici, nous avons la raison pour laquelle le gouvernement avait donné un avis défavorable. Maintenant, il nous faut agir. Maintenant, il nous faut tirer les enseignements de cette mesure. C'est précisément ce que nous avons cherché à faire, puisque dès l'adoption de la loi de finances, nous avons demandé, les services de Bercy et les ministres de Bercy, au service de la Direction générale des finances publiques, d'échanger avec l'ensemble des acteurs intervenants sur le sujet. Et à l'issue de cette concertation, nous avons accordé une tolérance dans l'application de cette mesure. Un délai d'1 an est accordé pour que les acteurs aient le temps de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi de finances, comme l'indique récemment le bulletin officiel des finances publiques du 16 avril 2025. Vous nous appelez à corriger cette erreur. Je pense que le gouvernement est toujours ouvert au dialogue et nous aurons ces discussions dans le cadre du PLF 2026. Ces discussions elles permettront peut-être d'adapter le dispositif s'il était établi que la tolérance doctrinale que nous avons introduite n'assurait pas une sécurité suffisante aux acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Le 4 août 2021, un jeune homme de 19 ans, Souley El Khalfaoui, a été tué à Marseille d'une balle dans le thorax par un policier. 4 ans après les faits, la famille n'a toujours pas de réponse. Pire, elle vient d'apprendre par un courrier de la juge d'instruction que 9 scellés ont été égarés par la justice. Vous avez bien entendu, chers collègues, les images de vidéosurveillance, les enregistrements d'appels aux pompiers et à la police, l'audition filmée du policier qui a tué Souley ont été égarés. Ma première question au garde des Sceaux est la suivante. Comment des pièces aussi importantes ont-elles pu disparaître? Une enquête, effectivement, doit être absolument menée tout de suite. Mais hélas, le cas de Souley El Khalfaoui n'est pas isolé. Depuis 2017, Rayana, 21 ans, tuée à Paris, simple passagère. Sullivan, 19 ans, tué à Cherbourg, la policière ayant confondu son téléphone avec une arme. Louise, 47 ans, souffrant de schizophrénie, tuée dans le Loiret. Maïki, 28 ans, tué à Toulouse. Romain, 26 ans, tué à Paris. Olivio, 28 ans, tué à Poissy. Aloussane, 19 ans, tué à Angoulême. Et Naël, évidemment, 17 ans, tué il y a tout juste 2 ans à Nanterre, à bout portant. Il y a donc bien un problème systémique en France, chers collègues. Selon le Comité des droits de l'homme de l'ONU, la France est devenue, et je les cite, le pays de l'Union européenne où l'on compte le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des tirs réalisés par des agents des forces de police. Selon le syndicat des avocats de France, plus d'une centaine de personnes ont été tuées par la police ou la gendarmerie depuis l'adoption de la loi Cazeneuve en 2017. Cette loi, et vous le savez, élargit la légitime défense aux refus d'obtempérer qui sont susceptibles de menacer l'intégrité physique d'autrui. C'est très large et cela place les policiers dans une situation compliquée. Collègues, il n'est pas normal qu'une partie de la population ait peur de sa police. Il n'est pas normal que des contrôles policiers se terminent par des morts. La légitime défense ne doit jamais valoir permis de tuer. Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre?
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, comme je vous l'ai dit, comme j'ai dit à monsieur Bompard, il y aura donc effectivement une inspection générale du ministère de la Justice sur les disparitions évidemment inacceptables des scellés, qui permet bien sûr à l'autorité judiciaire de faire toute la vérité sur ce drame qui touche une famille. Et donc, comme je l'ai dit à monsieur Bompard, évidemment, je fais droit à cette demande et ce souhait afin que nous retrouvions ce scellé et que par ailleurs les responsabilités soient parfaitement établies. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Guillaume Lepers pour le groupe Droite républicaine. Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, samedi dernier, comme vous le voyez, j'ai été frappé alors que je tentais de protéger un jeune homme agressé par 3 individus en marge de la fête de la musique. Au-delà de mon cas personnel, un simple geste citoyen, il y a cette réalité que des millions de Français vivent au quotidien. Celle d'un climat d'insécurité qui s'installe doucement, mais durablement, y compris dans nos territoires ruraux. Nos villes moyennes et nos villages sont aujourd'hui confrontés à des violences nouvelles. Rodéo urbain, refus d'obtempérer, trafic de stupéfiants ou protoxyde d'azote. Cette insécurité n'est plus réservée aux grandes villes. Elle s'étend, s'enracine et malheureusement commence à se banaliser dans nos territoires ruraux. Les bagarres de rue dégénèrent avec une brutalité inédite. Armes blanches, voire armes à feu sont désormais présentes pour solder des comptes, parfois pour un simple regard de travers. Ce phénomène inquiétant, aggravé par une culture de l'ultraviolence promue sur les réseaux sociaux, désarme les citoyens et fragilise le lien social. Dans nos villes moyennes, nous le savons, nos effectifs de police et de gendarmerie sont sous-dimensionnés et leur présence trop souvent symbolique, malgré la bonne volonté des agents de terrain. Or, sans réactivité, sans dissuasion, sans sanction visible, c'est la République qui recule. Les maires tentent évidemment de pallier à ce désengagement de l'État par le développement des polices municipales, de la vidéosurveillance, de la prévention, mais ils sont souvent bien seuls dans ce combat. La sécurité des Français est un droit fondamental. Le préserver doit être une priorité absolue. Je veux remercier à ce titre le volontarisme des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Pour autant, nous avons certes besoin de fermeté et d'autorité, mais aussi de moyens concrets. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous donner au ministère de l'Intérieur et de la Justice les moyens à la hauteur de leurs ambitions afin que nos territoires ruraux bénéficient enfin des effectifs, des équipements et des outils nécessaires pour faire reculer durablement la délinquance et la violence? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Guillaume Lepers, je voudrais d'abord saluer non pas un acte de civisme, mais votre courage. Parce qu'une chose est certaine, si vous ne vous étiez pas interposé samedi soir, la personne qui était tabassée à terre par 3 autres individus aurait été très grièvement blessée. J'espère qu'il vous a exprimé sa gratitude. Désormais, nous avons pu interpeller les 3 individus qui tabassaient cette personne qui est à terre. 2 sont majeurs. Ils seront jugés jeudi en comparution immédiate, vous le savez, et j'espère qu'ils seront lourdement sanctionnés. Il y a un jeune mineur. Que deviendra-t-il? Quelle sanction aura-t-il? C'est toute la question, là encore, après la décision du Conseil constitutionnel d'il y a quelques jours. Vous me questionnez sur cette violence qui s'étend partout, pas seulement dans les grands centres urbains, mais aussi dans nos villes moyennes et dans nos campagnes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut aller à la racine. La racine, c'est le narcotrafic, qui est la cause racine d'ailleurs de tant de ces violences. Nous avons arrêté depuis le début de l'année, en quelques mois, plus de 20 000 trafiquants, avant même l'application de la loi narcotrafic. Il faudra
aussi faire en sorte, et le garde des Sceaux est en train d'y travailler, de durcir la sanction pénale, parce qu'au fil des années, s'est créé en France une sorte de droit à l'inexécution des peines, et c'est insupportable. Et troisième réponse, vous l'avez d'ailleurs envisagé, c'est le continuum de sécurité, cette meilleure articulation entre la police municipale et la police nationale. Un texte sera soumis en juillet prochain pour augmenter les prérogatives des policiers municipaux, mais j'ai décidé dès cette année d'avoir dans chaque département des concours de recrutement des policiers adjoints pour que précisément ces jeunes puissent servir dans leur propre département, qu'ils n'aient pas peur d'être recrutés pour ensuite envoyer très loin de chez eux. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Lyot. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, comment le gouvernement peut-il demander aux citoyens, aux entreprises de notre pays de contribuer davantage au redressement des finances publiques alors que d'autres refusent de supporter le poids de l'impôt? Je m'explique. Lors de la dernière loi de finances, nous avons adopté à une très forte majorité, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, un dispositif visant à lutter contre un détournement de la loi fiscale française connu sous le nom de Cum-Cum. Il s'agit tout simplement d'un mécanisme mis en place par de très nombreuses banques françaises au profit de non-résidents, leur permettant d'échapper à l'impôt sur le revenu dû au titre des dividendes reçus. Le préjudice pour le Trésor public de ces pratiques d'optimisation fiscale agressive, voire de fraude tout court, pourrait représenter jusqu'à 4,5 milliards d'euros. Il semblerait, d'après une note commune de mars dernier de la DGFiP et de la DLF, découverte par le rapporteur général et le président de la Commission des finances du Sénat, qu'à la demande de la Fédération bancaire française et contre l'avis de vos services, et malgré les avertissements répétés de nos deux collègues sénateurs, vous avez fait publier le 17 avril une instruction fiscale au BOFIP, créant plusieurs brèches et exceptions aux dispositifs contraires à la volonté du législateur. Monsieur le ministre, ma question est double. Pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que ces informations sont exactes? Et deuxième question, envisagez-vous de procéder au retrait immédiat de cette instruction pour respecter la volonté du peuple? Merci, Monsieur le député. La parole est à Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de Courson. Vous l'avez dit, ce mécanisme qui répond au nom de Cum-Cum consiste à éviter pour un non-résident l'imposition sur les dividendes en transférant des titres à un intermédiaire qui n'est pas soumis au prélèvement à la source. Le dire avec la plus grande force, Monsieur le député, le principe de ce qui a été voté en PLF, mais aussi les principes qui régissent la doctrine de notre administration fiscale, ce sont des principes de lutte contre la fraude et nous n'en démordrons pas. Vous dire également que nous n'avons pas attendu pour mener des contrôles sur ce type de mécanisme. En respectant le secret fiscal auquel je suis tenu, vous dire que les premiers contrôles ont débuté sur ce mécanisme en 2017 et ont porté sur des opérations de prêt-emprunt de titres réalisées en 2014 et 2015. Ça ne date pas d'hier. Les contrôles ont fait apparaître un certain nombre de schémas litigieux qui portent sur des contrats à terme, sur actions ou sur indices. Ces contrôles ont conduit à plusieurs dépôts de plainte et à une dénonciation fiscale obligatoire auprès du parquet national financier le 28 mars 2023. 5 établissements bancaires ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'enquêtes sur les délits de fraude fiscale aggravée et de blanchiment. Enfin, vous dire que, s'agissant du commentaire administratif que vous avez évoqué, ce commentaire administratif, il s'inscrit dans l'expression légitime, habituelle de l'administration fiscale. Le BOFIP qui a été publié le 17 avril dernier, je veux d'abord rappeler qu'il est normal que l'administration commente les dispositions fiscales nouvelles de la loi de finances. C'est l'expression de cette doctrine. Quant aux précisions qui font aujourd'hui polémique et que vous avez mentionnées, elles avaient déjà été portées par le gouvernement lors des débats au Sénat. Alors nous aurions pu ne pas les réitérer, mais si nous avions fait cela, eh bien nous aurions manqué au devoir de transparence et de clarté dans l'interprétation de la loi que nous devons à tous les contribuables. Pour finir, je veux préciser qu'un recours en référé a été introduit contre le BOFIP. Il appartiendra donc au juge de dire le droit et, je l'espère, de clore ce débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, dans la note qui a été des deux directions du 20 mars dernier, voilà ce qui est écrit.
Compte tenu de l'intention du législateur, une exclusion large de ces opérations soulèverait un risque polémique sévère. La direction de la législation fiscale et la direction générale des finances publiques sont d'avis de ne pas répondre à la Fédération bancaire française sur ce point. Vous avez passé outre le ministre, il en a le droit, mais ceci est complètement contraire à l'intention du législateur. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Daniel Grenon. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises de l'artisanat. L'année dernière, la France a enregistré plus de 66 000 défaillances d'entreprises. Les entreprises du bâtiment, et particulièrement les plus petites d'entre elles, subissent de plein fouet cette hausse de défaillances. Cette crise majeure, depuis de nombreuses années, en ce milieu d'année 2025, les chiffres tombent. L'activité recule de 5% au premier trimestre, confirmant la spirale négative entamée en 2024. Cette crise touche tous les corps de métier et toutes les entreprises du secteur. Malgré les alertes des professionnels du bâtiment qui restent lettre morte, votre gouvernement semble convaincu que la seule solution à cette crise réside uniquement dans la construction neuve. Cette vision simpliste est incomplète et se prive d'un levier majeur qui permettrait de relever les défis, celui de la rénovation. Pourtant, la rénovation permet de loger nos concitoyens à moindre coût, revitaliser nos territoires et maintenir les plus âgés le plus longtemps possible dans leur logement. Actuellement, les primes MaPrime Rénov' sont amputées et les entreprises RGE sont oubliées. Avec plus de 620 000 entreprises sur notre territoire, les artisans du bâtiment sont essentiels pour l'emploi local et la vitalité territoriale. Le secteur forme plus de 60 000 apprentis chaque année. C'est une filière d'avenir pour notre jeunesse. Cette filière est trop importante pour être laissée à l'abandon par une réglementation ne tenant pas compte des recommandations des professionnels du bâtiment. Au vu de l'importance de la filière et la grave crise que celle-ci traverse, qu'attendez-vous pour mettre en place des mesures permettant de sauver la filière de l'artisanat du bâtiment? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Merci, madame la présidente. Monsieur le député Daniel Grémont, évidemment, le secteur du bâtiment est nécessaire et même essentiel à notre société française, puisque le bâtiment, c'est 450 000 entreprises, dont, comme vous le rappelez, 95% sont des entreprises artisanales enracinées dans les territoires, 1,8 million d'actifs qui y travaillent et qui génèrent 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Autant dire que nous y sommes sensibles. Personne ne conteste l'intensité de la crise qui impacte l'artisanat, qui a revêtu ces dernières années une réalité européenne qui dépasse nos frontières, à tel point que l'Europe a décidé de nommer un commissaire européen au logement, qui est venu pas plus tard que jeudi dernier, à qui nous avons fait part des aspirations et des attentes de l'État français pour venir soutenir la crise du logement en France. Alors, quand le logement neuf ralentit, car il y a eu un ralentissement de la production, c'est la rénovation qui doit prendre le relais. Et vous avez raison, monsieur le député, la rénovation énergétique des logements, elle impacte l'artisanat. MaPrime Rénov', nous devons être au rendez-vous. J'ai eu l'occasion de rappeler comment nous allions le faire. Nous faisons une pause de 2 mois pour rattraper les délais d'instruction, lutter contre la fraude. Mais c'est 3,6 milliards d'euros jusqu'au dernier euro qui seront investis pour les artisans. Alors, ces 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, d'intervention de l'État vont générer 1,8 milliard d'euros par mois de chiffre d'affaires avec l'effet levier sur les territoires. Autant dire qu'effectivement, nous serons au rendez-vous. La pause de l'été nous permettra malgré tout de maintenir les monogestes et de permettre aux artisans de continuer leur activité. Au-delà, bien évidemment, le ministère et bien évidemment soutenu par le Premier ministre a décidé le prêt à taux zéro sur tout le territoire, d'exonérer les donations des frais de succession quand ils investissent dans le neuf, bref, de continuer l'effort et d'être au rendez-vous justement de la relance du logement. Madame la ministre, merci monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Stéphane Peu, président du groupe GDR. Merci madame la présidente.
Ces derniers jours, deux gouvernements sont entrés dans une guerre dite préventive, bombardant des sites nucléaires iraniens et violant la Charte des Nations Unies au nom d'un narratif mensonger. Rien d'étonnant de la part d'un président américain qui méprise l'ONU ni d'un Premier ministre israélien poursuivi pour crimes de guerre. Dans ce contexte de gangstérisation des relations internationales, il est urgent de restaurer la primauté du droit. Membre permanent du Conseil de sécurité, la France a un rôle crucial et ne peut s'en remettre à une Union européenne discréditée par son deux poids, deux mesures. En 2003, notre pays a su s'opposer à la guerre en Irak et dénoncer la manipulation américaine qui nous a plongés dans le chaos. Il n'avait alors aucune sympathie pour Saddam Hussein. Aujourd'hui, nous exécrons le régime théocratique des mollahs, capable du pire, et nous soutenons les femmes et les progressistes iraniens qui le combattent. Pour autant, comme le disait Jacques Chirac en 2003, on n'exporte pas la démocratie dans un camion blindé. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan sont là pour nous le rappeler. Contre la loi du plus fort, la France doit condamner sans ambiguïté cette agression illégale et exiger le respect du droit international. Face au risque vertigineux d'internationalisation du conflit, la France doit exiger d'une part une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour consolider le cessez-le-feu et bâtir le jour d'après. Et elle doit exiger également des négociations multilatérales pour obtenir, sous l'égide de l'AIEA, le respect par l'Iran de ses obligations nucléaires. Monsieur le Premier ministre, la diplomatie est la seule voie juste pour les peuples israéliens, iraniens, palestiniens et pour la sécurité internationale. La France va-t-elle s'exprimer avec plus de force et plus de liberté? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Stéphane Peu. Je veux commencer cette réponse en prononçant dans cet hémicycle les noms de Cécile Collère et de Jacques Paris, qui sont otages pour lesquels nous avons mobilisé absolument tous les moyens diplomatiques qui étaient à notre disposition.